La parole a été donnée à l'homme pour déguiser ses pensées. Charles Maurice de Talleyrand. « 1815. L'empire de Napoléon, qui avait presque dominé tout l'Europe, est vaincu. Après plus de 2 décennies de bouleversements, les principaux pouvoirs européens se sont convoqués à Vienne dans l'espoir de rétablir la paix. Ici, l'avenir de l'Europe sera décidé au gré des Alliés. D'une certaine manière, le cadre, autrefois le siège du puissant empire autrichien, symbolisait la victoire de l'ancien sur le nouveau. Quel rôle la France aurait-elle dans ce nouvel ordre européen? Le Paris était occupé, Napoléon avait été exilé et la grande armée était à genoux. Il semble que la France n'aura pas son mot à dire pour déterminer son avenir. Mais un certain ministre des Affaires étrangères ne permettrait pas que cela se produise. Un expert inégalé dans l'art de la diplomatie, Charles Maurice de Talleyrand a transformé une France prostrée en un acteur intégral à la table de négociation de Vienne. Il a utilisé seulement son intellect et sa voix. Des années plus tôt, quand le président John Adams a reçu l'ordre de payer une pot de vin au gouvernement français, il aurait dit « Le gouvernement français l'exige. » Ah, je vois que M. Talleyrand est le gouvernement français. Un génie pour certains, un démon pour les autres. Armé de danseurs humains de tact et de tromperie, Talleyrand a trahi presque toutes les entités avec lesquelles il a travaillé. L'histoire de Talleyrand soulève une question fondamentale de la société et de la nature humaine. Comment un homme qui personne ne fait confiance monte au pouvoir en négociant avec ceux qui ne lui font pas confiance? Autrement dit, pourquoi sommes-nous hypnotisés par le serpent? Talleyrand est né en 1754 dans une famille aristocratique. Sa famille était extrêmement influente, mais ses parents n'ont pas réussi à fournir les revenus nécessaires pour vivre comme les autres aristocrates. En effet, Talleyrand a grandi avec le statut de noble, mais avec l'instabilité financière d'un roturier. Une réalité troublante qui devait être gardée secrète. Un jeune garçon, Talleyrand avait déjà appris l'art de dresser une façade et de tromper le monde. Il marchait en boitant, mais il commandait le respect. Talleyrand était beau parleur, il avait un talent exceptionnel pour convaincre les autres de se conformer à ses désirs. Ses admirateurs ont fini par l'appeler le diable boiteux. Plus tard, il appliquera son tact en politique. Mais pendant ce temps-là, le jeune Talleyrand se concentre sur les affaires personnelles. Il était coureur de jupons. En tant qu'hédoniste qui a cherché à devenir vraiment riche et mettre fin à sa tourmente financière, Talleyrand a fait un choix de carrière approprié. Il a étudié la théologie à la Sorbonne et est devenu un évêque. Comme un caméléon, Talleyrand a bien joué son rôle et il a écrit une défense des droits et privilèges immuables de l'Église. Bien sûr, quand cette position est devenue impopulaire en France, il l'a abandonnée avec facilité. Mais la plus grande contradiction de tout était encore à se manifester. L'homme était un aristocrate titré, un membre de premier état, un évêque qui vivait luxueusement
en conformité avec Louis XVI et le pape. De plusieurs façons, il est un symbole vivant et respirant de l'ancien régime. Pourtant, en 1789, il s'est allié avec les révolutionnaires et était un cerveau de renversement des vieilles manières. Lors de la dernière réunion des États généraux, Talleyrand était représentant du clergé. Il est important de rappeler que Talleyrand était un évêque pour l'argent et pour le pouvoir. En vérité, il était admirateur des Lumières, mais il était aussi pragmatiste et il sentait la montée de la Révolution. Dans les réunions de l'Assemblée nationale qui ont suivi, il a semblé se trahir l'appui de la Révolution. Il a dénoncé la clergé, a proposé de nationaliser l'Église et se prendre sa propriété, et il a aidé à écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le pape l'a excommunié. En 1797, Talleyrand était le ministre des Affaires étrangères, une position gagnée grâce aux efforts de lobbying de ses nombreuses maîtresses puissantes. En 2 ans, Talleyrand se sentait frustré par le gouvernement français et il a convaincu le naissant héros national, Napoléon Bonaparte, d'exécuter un coup d'État. Tôt, Talleyrand était déjà en train de déterminer l'avenir de la France. Les premières guerres d'expansion de Napoléon ont été extrêmement réussies. Talleyrand, maintenant grand chambellan de l'Empire, était responsable pour réorganiser les États germaniques en une confédération plus cohérente pour fonctionner comme un cordon sanitaire. Pourtant, Talleyrand s'inquiète de plus en plus du désir incontrôlable de Napoléon d'étendre l'Empire. En effet, il pensait que les objectifs de Napoléon étaient irréalistes et distracteurs. Donc, Talleyrand s'est préparé pour la défaite de Napoléon. Il a commencé à communiquer avec le tsar Alexandre et Metternich. Bien qu'il ne lui fasse pas entièrement confiance, les contacts étrangers de Talleyrand pensaient qu'il serait capable d'orchestrer une transition pacifique de pouvoir après la défaite de Napoléon. Après la démission de Talleyrand de son poste de ministre des Affaires étrangères, Napoléon dit à ses maréchaux « Talleyrand est de la mer dans une barre de soie ». En 1815, la France avait été complètement débordée et battue par les grandes puissances européennes, la Russie, la Grande-Bretagne, les Prusse et l'Autriche. Au Congrès de Vienne, les délégués de ces nations ont voulu exclure la France des négociations. Cependant, Talleyrand s'est porté volontaire pour représenter la France et a fait un argument incroyablement convaincant pour donner à la France un rôle majeur dans la détermination de l'avenir de l'Europe. Talleyrand a expliqué que le but du Congrès était de rétablir des souverainetés légitimes et de réaliser une paix durable grâce à un équilibre prudent de pouvoir. Ainsi, il a estimé que la France, sous une monarchie bourbonienne restaurée, aurait besoin de conserver le pouvoir géopolitique afin de rendre le nouveau régime légitime et de favoriser l'équilibre dans l'Europe. Son raisonnement était impénétrable. Les délégués ont cédé et la France est restée un acteur majeur en Europe. Talleyrand a surpris personne. Il a trahi le monarque bourbon peu de temps avant sa mort en aidant les orléanistes à prendre le pouvoir. La trahison est une question de date, il a dit.
L'héritage de Talleyrand est compliqué. Alors que beaucoup l'appellent un serpent, il serait plus juste de l'appeler un pragmatiste. Il a reconnu les tendances de son époque et les a embrassées avec un objectif seul en tête: protéger la souveraineté de la France et assurer son statut de nation majeure dans le monde. À certains égards, le trompeur était la seule personne qui a dit la vérité. Les allégeances aveugles et l'idéologie contrastent avec la réalité. Certainement, Talleyrand a dit un jour à ses jeunes diplomates: « Surtout, messieurs, pas trop de zèle. » Nous sommes obsédés par des gens comme Talleyrand parce qu'ils sont honnêtes. Ils n'ignorent pas la dure réalité des choses. Au lieu de cela, ils le conquièrent. Il n'y a pas de principe, seulement des événements. Les régimes peuvent tomber et échouer, mais je ne les fais pas. Cher Maurice de Talleyrand.